Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci pour. En fait, c'est le troisième event en présentiel. C'est le troisième. On a fait deux l'année dernière. C'est le troisième aujourd'hui. Merci à Miracle d'avoir nous accueillis. En fait, on va commencer. On va vous présenter. Je pense que vous connaissez un peu la présentation, mais je vais le refaire quand même. Ouais, Alors, merci à Miracle. Là, aujourd'hui, on va voir en fait le design system, la contrainte pour comme un levier d'innovation. Et je vais vous présenter rapidement Friends and Figma, c'est quoi? Je pense que vous connaissez un peu, mais en fait, on n'est pas Figma. On est soutenu par Figma. On fait partie d'un programme Figma, mais on n'est pas du tout Figma. On est trois qu'on bosse en Friends and Figma. Il y a moi, il y a Hugo, il y a Pierre-Antoine. En fait, le programme de Friends and Figma, c'est chaque ville, elle crée en fait une communauté qui parle autour de design. On est 100% autonome, c'est nous qu'on choisit nos events, nos dates, etc. Mais on s'appuie sur Figma pour tout ce qui est tout ce qui est budget, la réservation de DSL, etc. Donc, on voulait, en fait, comme je vous ai dit, on est trois. Il y a moi, il y a Pierre-Antoine et il y a Hugo. Et alors, elle n'est pas là, mais elle passera vous voir après. Ah bah, t'es là. Ah, vas-y, bah, tu peux venir. Il y a Alexia qui vient nous rejoindre plutôt Figma. Elle, par contre, elle est salariée chez Figma, Paris. Elle est rejoint Figma en décembre, hein, il y a 2 mois. Donc, elle est designer advocate. Si vous avez des questions concernant l'outil Figma, bah, ça sera elle. Si vous voulez faire des events avec nous, Friends and Figma, ça sera plutôt moi. Elle aussi, elle fait des events. Donc, à vous de voir lequel choisir. Merci beaucoup. Je vais être rapide, je ne vais pas trop hijacker la présentation parce que ce n'est pas le sujet. Et je voulais juste me présenter à vous très rapidement, parce que la dernière fois qu'il y a eu un événement Friends of Figma, je crois que notre marketing manager Adrien avait rapidement pris la parole et je n'étais pas encore à Figma à ce moment-là, donc je n'ai pas pu me présenter. Donc enchantée. Je l'ai rejoint en tant que designer advocate. Avant d'être ça, j'étais designer moi aussi. Le rôle du designer advocate localement, c'est d'être en interface en fait avec le business Figma et la communauté. Quand je dis business, je dis notamment acculturation de toute la partie, enfin tous les métiers un petit peu moins designer friendly, on va dire, tout ce qui est marketing, tout ce qui est commercial chez Figma, pour s'assurer que la culture design respire vraiment au-delà même du cœur produit. C'est-à-dire qu'on fait monter en compétences, on est avec eux au jour le jour, on s'assure qu'ils comprennent les vraies problématiques qu'on a en tant que designer. Et à côté de ça, je fais partie de la communauté, c'est-à-dire que à la fois on crée du contenu pour essayer de faire monter les gens compétents sur l'outil, comme disait Hugo. Ça passe notamment quand il y a des nouvelles releases, on essaye de faire des tutos pour vous aider à monter en compétences dessus. On fait toute la partie animation un peu événementielle en parallèle de Friends of Figma, sans évidemment cannibaliser tout ça parce qu'ils font un excellent travail. On est très très content, enfin on est très heureux de collaborer avec eux. Et puis, en dernier point, on fait aussi remonter en interne tous les feedbacks et on fait beaucoup de lobby pour que justement Figma puisse prioriser les features qui sont importantes pour la communauté. On a des programmes Voice of Customer qui sont très très cool. Et donc, si jamais vous avez le moindre feedback à faire remonter, n'hésitez pas. Et même juste au-delà de ça, si vous avez envie de papoter design, design ops, design system, quoi que ce soit, je suis sur Twitter. C'est @AlexiaDanton en un mot. Ou sur LinkedIn, comme vous voulez. Et voilà, ma boîte est ouverte. Il n'y a pas de souci, on peut discuter de tout, n'importe quoi, de carrière, crise existentielle, de créa, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Take it away. Je suis très hâte de voir ce qu'on a ce soir. Merci beaucoup. Un dernier mot. Alors, en fait, n'hésitez pas si vous voulez participer en tant que speaker. En fait, c'est dans notre page friends.figma.com.paris. Et là, en fait, vous nous contactez directement si vous avez un sujet. Si vous n'avez pas de sujet, on vous aide à choisir un sujet. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse la main. Merci Hugo, merci de co-hoster avec nous cet événement. On est super content de vous avoir ce soir chez Miracle. Ça nous fait très plaisir de pouvoir discuter des sujets design system. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé au cours des dernières années et on est content de partager ça avec la communauté. Je me présente rapidement, je suis lead product designer, donc Romain Séchant, lead product designer chez Miracle. J'ai rejoint Miracle il y a 3 ans et demi et j'ai eu la chance d'initier et de travailler sur le design system pendant ce temps avec Romain Blatrix qui est là, qui est Front-End Engineer Manager, qui est un peu notre gourou tech du design system
Et Benjamin Surcus, qui est Senior Product Manager dans l'équipe, qui est lui ceinture noire des slots et de composants. Donc on va parler design system ce soir, et qui dit design system dit simplicité, cohérence, etc. Donc pour plus de simplicité, on a décidé de renommer Benjamin en Romain, comme ça on s'appelle tous pareil, ça sera plus facile pour l'apéro. Petite question pour vous avant de démarrer, est-ce que vous savez qui est cet homme dans l'Assemblée? Tous ceux qui n'ont pas mon âge, peut-être, ne savent pas. Vous savez, Philippe? MacGyver. Est-ce que vous savez quelle est la particularité de MacGyver? Il résout tout. C'est pas mal, c'est presque ça. MacGyver, il avait la capacité, dans des situations de contraintes extrêmes, de déployer toute son ingéniosité, toute sa technique pour se sortir des pires situations. Généralement, c'était soit la mort, soit sauver les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut trouver des solutions extraordinaires. J'en ai listé quelques-unes. Alimenter une radio à l'aide de jus de cactus, voilà, quelque chose qu'on peut faire au camping, potentiellement. Fabriquer une loupe en utilisant une épingle à cheveux et une goutte de vin blanc. On pourra tester ça après, à l'apéro. Ou voilà, désamorcer une bombe avec un ticket de hockey, etc. Voilà. Donc, nous, chez Miracle, pour notre design system, c'est un peu pareil que MacGyver. On a utilisé la contrainte pour façonner notre design system. Et on va vous raconter comment. On va commencer par vous parler un petit peu de Miracle. Qu'est-ce qu'on fait chez Miracle? Nous, on est vraiment le cœur du réacteur, le moteur des plateformes marketplace et dropship e-commerce pour les acteurs les plus réputés du marché. On va avoir des clients comme Catch, Best Buy Canada, Macy's, en France, des Leroy Merlin, Boulanger, Galeries Lafayette. Et en fait, on va permettre à ces grandes entreprises du e-commerce de B2B et B2C de réussir et de réaliser leur transformation vers cette économie de plateforme. Miracle, c'est à la fois une technologie, puisqu'on va être éditeur de notre logiciel SaaS qu'on va mettre à disposition de nos clients, qui vont être les opérateurs, donc les grands groupes du e-commerce. Technologie à la fois robuste, extrêmement stable, puisque le business de nos clients existe grâce à Miracle. On va leur fournir une expertise, métier. Les salariés de Miracle sont tous passionnés, experts de la marketplace. Cette expertise, on va la mettre à disposition de nos clients. Et c'est également un écosystème produit. C'est quelque chose qui a beaucoup changé au cours des dernières années. Quand j'ai rejoint Miracle, on avait un produit qui était notre plateforme historique marketplace. Aujourd'hui, en un an, on est passé de 1 produit à 6 produits pour étendre l'offre et les services qu'on va offrir à nos opérateurs. Donc, on va avoir évidemment toujours notre plateforme marketplace, dropship, e-commerce, mais également une plateforme publicité, une plateforme de mise en relation entre nos clients opérateurs et leurs vendeurs, une plateforme de recommandation de produits, de facilitation de paiement. Voilà, on va offrir tout un panel de modules à nos clients qui va leur permettre de supporter leur business. Et enfin, Miracle, c'est des milliers d'utilisateurs actifs au quotidien, partout dans le monde, sur la plateforme. Des utilisateurs qui vont travailler dans des industries différentes, avec des maturités sur le e-commerce différentes, avec des besoins et des métiers complètement différents, ce qui va rendre la plateforme Miracle à travailler extrêmement riche, mais aussi extrêmement compliqué. Donc là, on a une photo du staff design Miracle, juste derrière. Donc Miracle, c'est environ 750 salariés à travers le monde, tout business unit confondu. Et au sein de Miracle, on a un pôle qui s'appelle le pôle Labs, qui est le pôle innovation et recherche-développement, dans lequel est intégré le produit. Donc on a 10 product designers, 26 product managers, 2 product ops, 6 product content writers et près de 180 développeurs back, développeurs front, data, QA, SRE, etc., au service de la plateforme et des produits Miracle. Et donc, faire travailler tout ce monde avec un objectif commun sur autant de produits différents autour d'une même expérience utilisateur, en fait, c'est ça notre première contrainte. C'est une contrainte organisationnelle. Comment faire en sorte de développer un design system qui va permettre à tout ce monde de travailler sur autant de produits différents. Donc, on a eu la chance, pour répondre à cette problématique, de créer un nouveau design system qui s'appelle Roma. Vous l'aurez compris, on s'appelle tous à peu près Romain, hein, surtout Benjamin. Donc, on a appelé, pour plus de facilité, notre design system Roma.
Donc, notre design system, voilà, je ne vais pas réexpliquer en détail ce que c'est, mais voilà, ça va être notre bibliothèque de composants réutilisables qu'on va pouvoir empiler les uns avec les autres pour construire notre interface. Ça va être l'ensemble de toutes les guidelines UX qui vont régir l'utilisation de ces composants, qui vont expliquer pourquoi on les a, comment ils fonctionnent, comment ils interagissent les uns avec les autres. Et ces guidelines, ces composants, on va les mettre à disposition de toutes les équipes. Ça va vraiment devenir un framework de travail pour tout le monde, pour les développeurs, les content writers, les product managers et les product designers, pour travailler le produit de la façon la plus simple et de la plus cohérente possible à travers tout notre écosystème. Mais notre design system, il ne va pas juste servir à construire le produit. Il va aussi nous permettre d'aller plus loin et d'atteindre un niveau de maturité supérieur dans notre approche produit. Pourquoi? Parce qu'on vise à ce que les product designers se focalisent de plus en plus sur les tâches qui vont avoir le plus de valeur ajoutée et beaucoup moins sur les petites fonctionnalités qui vont, type gestion d'un formulaire ou gestion d'un data table, où ce qu'on veut, c'est que cette expérience soit identique, quelle que soit la plateforme, quelles que soient les pages, et on veut qu'un data table fonctionne partout pareil, qu'un formulaire fonctionne partout pareil. Et au final, le travail product design a moins de valeur ajoutée. Et donc, on vise, grâce à notre design system et à la simplicité de ce design system, pouvoir déporter l'activité product design sur d'autres métiers, que les product managers et que les développeurs puissent travailler de façon autonome, sans product designer, à partir du moment où on aura un design system complet et bien documenté. Et donc, pour que ce soit possible, la première question qu'on s'est posée pour faire notre design system, c'est quel niveau de profondeur donner à nos composants. Quand on commence un design system, on peut se dire il me faut des composants très riches, des très simples, je ne sais pas par où commencer. Donc voilà, nous, on va prendre comme exemple un composant très simple qu'on a chez Miracle, un input text. Un input text, il va se composer d'un composant label, de l'input text lui-même, d'un help text, bon, peut-être parfois d'autres choses. Voilà, chez nous, c'est ça. Donc très logiquement, notre input text, on va décomposer les différents éléments en composants. Le composant label, help text, input text. Et ces composants, on va donc les utiliser pour créer un formulaire comme celui-là. Et voilà, comment ça fonctionne? On explose notre panel et on empile les composants les uns sur les autres. Un panel header, un label, un input, un help text, etc., etc. Le problème, c'est que quand on va vouloir imbriquer ces composants les uns avec les autres, on va tout le temps se poser la question, quels sont les espaces entre chaque composant? Donc on va devoir spécifier lors du end-off, voilà, sous un panel header, il y a 16 pixels, sous un label, il y a 2 pixels, etc., etc., avec le risque de faire des erreurs. Ensuite, une fois que ce end-off va être pris par les développeurs, il va être intégré, potentiellement aussi avec des erreurs. Donc, à partir du moment où il y a potentiellement des erreurs chez nous, potentiellement des erreurs pendant l'intégration, l'UX Review va devenir forcément plus importante parce qu'on va devoir évidemment tout checker. On reste des humains, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir voir. Et du coup, notre design system, même s'il est bien fait et qu'il a toutes les règles qui vont bien, eh ben, on arrive avec de la date UI dans notre interface sans vraiment le savoir. Donc, plutôt que d'avoir des composants simples à imbriquer les uns avec les autres, nous, on avait le choix de créer des composants beaucoup plus riches. C'est-à-dire qu'un composant doit être utilisable out of the box, sans se poser de questions, sans réfléchir. On veut vraiment, avec notre design system, enlever toute part de subjectivité quand on utilise un composant. C'est-à-dire qu'un input text, il va avoir un label, un help text, peut-être quelques props pour supprimer le help text ou supprimer le label si on n'en a pas besoin, mais le composant devra être utilisé tel quel et il ne sera impossible de sortir une fonctionnalité avec quelque chose qui sort de ce qui a été prévu par le designer dans Figma et ce qui aura été codé dans Storybook après, ce dont vous parlera Romain. Ce qui fait que ces composants, quand on les imbrique les uns avec les autres, la seule règle qu'on a, c'est un auto-layout à 0 pixel. Et on ne se pose plus jamais la question. Donc on n'a plus jamais à se poser cette question en tant que designer, on n'a plus besoin de le spécifier au dev, on n'a plus besoin de checker ça pour l'UX Review. Et ce mécanisme-là, nous, on l'a porté sur tous les composants qui vont composer notre design system. Si on prend un composant plus riche, comme notre page title, qui lui va avoir plein de propriétés, un titre, des badges, un sous-titre, des boutons, un backlink, voilà. Et ben nous, on va créer un énorme composant très riche avec toutes les règles, toutes les fonctionnalités qui existent à l'intérieur, avec ensuite la possibilité
de cocher, décocher ce qui est possible, ce qui est prévu par le design system, mais rien d'autre. Et ce qui fait que n'importe quel utilisateur, designer ou non, peut prendre les composants, les combiner, jouer avec les props, avec ce qui est possible, sans jamais faire d'erreur. Les maquettes ne seront peut-être pas parfaites, mais on est sûr qu'au moment de l'intégration, on va pouvoir avoir une interface cohérente sur l'ensemble de notre plateforme. Donc on a parlé de la première contrainte qui du coup est une contrainte organisationnelle. On a pas mal d'autres contraintes et une autre contrainte, elle est un peu humaine. Et vous qui travaillez surtout dans les équipes produits, pour vous, quand on parle de contraintes un peu humaines, forcément, vous pensez, bam, développeur. Nous, les développeurs, on n'aime pas trop ça, la contrainte. Quand on a des contraintes, on va tout de suite chercher à s'outiller justement pour s'affranchir de toutes ces contraintes. Et pour nous, développeurs front, moi de mon équipe qui gère le développement de ce design system, on a beaucoup investi dans tout ce qui est tooling. On a beaucoup utilisé toutes les API Figma qui nous permettent de récupérer tous les tokens de design qui sont créés par l'équipe produit pour créer automatiquement des pull requests chez nous dans le code pour être sûr qu'en fait les tokens sont toujours synchro avec la code base. On a aussi beaucoup investi dans des outils pour nous aider à faire de la non-régression visuelle entre les composants qui sont dans Figma et les composants qui sont dans notre code. Beaucoup de tests, beaucoup de choses comme ça pour nous permettre en fait de s'assurer qu'on a le moins de décalage possible entre Figma et les composants React que nous on a créés. Tout ça pour que le développeur full stack qui est au final notre end user à nous en tant que développeur front, c'est les développeurs full stack qui sont souvent des développeurs back, qui sont les personnes qui vont intégrer toutes les pages du back-office Miracle. Et pour eux, en fait, on leur a proposé ce qu'on appelle la calzone en interne. Donc la calzone, c'est une surcouche du design system. On a fait un design system assez au sens strict qui pourrait servir pour n'importe quelle boîte. Si jamais demain Miracle décide de vendre des slips, on peut très facilement faire un site avec ça parce que c'est que des composants très simples. On peut décider de composer en fait avec. On peut faire beaucoup de compositions avec nos composants pour faire n'importe quoi, n'importe quel design. Mais cette surcouche, en fait, on a rajouté une composante métier au design system qui, en fait, on a décidé d'implémenter au maximum de guidelines UX dans le code pour s'assurer que les développeurs ont la meilleure expérience possible. On veut que les développeurs back-end qui font les pages se posent le moins de questions possible. Et comme disait Romain, on veut que quand ils fassent un formulaire, ils n'aient pas à se poser des questions. Et donc, nous, on a fait un peu la même chose dans le code. Donc, on a utilisé pas mal de librairies qu'on n'avait pas dans le design system. On utilise par exemple React Hook Form pour nous aider pour les formulaires. On a pas mal de features out of the box sur le routing, par exemple, dans tous les formulaires qu'il y a sur l'écosystème Miracle. On aura toujours un prompt before leave quand le form quand on a rempli des champs et qu'on veut partir. Tous les formulaires, sans que le développeur ait à y penser, aura cette petite prompt pour lui dire attention, tu vas partir, tu as fait des modifications. On a aussi rajouté beaucoup de traductions par défaut. Donc c'est normalement un design system, on n'a pas de trad par défaut. C'est des propriétés qu'on a rajoutées aux composants. Mais nous, on a beaucoup de contraintes, un peu comme tout le monde, beaucoup de contraintes d'accessibilité. Et l'accessibilité, ça demande beaucoup de travail de traduction. Donc en fait, on travaille beaucoup avec le product content pour qu'il nous fournisse les traductions qui sont souvent les mêmes, pour qu'on puisse les rajouter directement dans nos composants, pour qu'il y ait de moins de props possibles à utiliser pour nos développeurs. On sait tous que les développeurs lisent pas beaucoup la doc, et du coup, on se retrouve moins il y a de props à lire, plus c'est facile. Donc là, on a toujours cet exemple que Romain avait commencé à montrer, c'est le formulaire assez standard. Et par exemple, dans le formulaire, nous, on veut, typiquement, quand on va submit le formulaire, on va l'envoyer, il peut y avoir des erreurs. Et en fait, on veut que sur tous les formulaires de l'écosystème Miracle, on veut toujours voir cette petite alerte en haut avec des liens vers les champs du formulaire qui sont en erreur. Et en fait, tout ça, il n'y a rien à faire pour les développeurs. Ils vont créer un formulaire, à tous les submits, s'il y a des erreurs, ils auront ça avec des petites encres qui vont renvoyer le focus vers les bons champs. Ce qui fait que faire un formulaire aujourd'hui avec notre librairie qu'on a fait, c'est vraiment très facile, ça prend très peu de temps. Donc pour ça, on a mis en place un meeting récurrent, ce qu'on appelle la gouvernance Roma, dans lequel on essaie d'être vigilant au maximum pour s'assurer en fait une relation 1-1-1 entre les composants qui sont dans Figma, ceux qui sont dans le storybook et 08.
Bon, Figma, je pense que tout le monde connaît. Storybook, c'est l'outil qu'on utilise. Nous, on fait du React, mais c'est valable aussi pour toutes les autres technos front. Ça nous permet de développer nos composants en isolation. Zero Height, c'est l'outil qui est principalement utilisé par les UX et le product content pour nous faire des guidelines. Et en fait, tous les composants qui sont présents dans Figma sont présents dans Storybook et Zero Height avec le même nom, les mêmes noms de propriétés, ce qui fait que quand on parle entre nous, on parle tous le même langage, il y a beaucoup moins de friction. Donc, dans les discussions, on est sûr qu'on parle tous la même langue et ça, pour nous, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on se rejoint entre product design, les dev front et le product content pour justement trouver comment on va se mettre d'accord autour du design system. Quand il y a, par exemple, les designers vont nous proposer des nouveaux designs, il y a des composants qui vont manquer, parfois qui ne sont pas dans le design system. Et donc, c'est dans ce meeting-là qu'on va décider si le fameux composant a sa place dans le design system ou si c'est quelque chose qui est trop spécifique et qui pourrait justement être juste utilisé en faisant de la composition. Mais si c'est un composant qui va être réutilisé plusieurs fois, on voudrait pouvoir en faire éventuellement un composant un peu plus riche pour que les développeurs aient le moins de choses à faire et aussi les designers, du coup, qui pourront directement utiliser ce composant. Et je vais laisser Benjamin. Romain. Merci Romain. Alors, on va revenir sur la contrainte des utilisateurs. Donc, Romain vous a parlé des développeurs. Mais quand on a pensé le design system, on a évidemment pensé à ces 3 autres utilisateurs. Ça va être les product designers, les product managers et le product content. Donc, du coup, vous l'avez vu, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit simple. Et ce qu'on veut, c'est qu'on ait une bibliothèque de composants qui soit facile à manipuler et facile à utiliser, y compris pour des utilisateurs qui ne sont pas designers. Tout le monde va être amené à utiliser le design system, donc dans tout le process design, dans la partie discovery. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse réfléchir aux bonnes questions. L'idée, c'est de venir penser à la vision globale et pas forcément venir perdre du temps sur une réflexion sur des éléments d'interface. Nous, ça, on veut que ça soit géré par le design system et qu'on n'ait plus à se poser ces questions. Et ça aussi, ce qu'on veut, c'est pouvoir un peu fluidifier les échanges entre les utilisateurs. Dans le process, ces 3 utilisateurs-là, ils vont être amenés à travailler ensemble, à échanger sur Figma. Et encore une fois, nous, on veut que ça soit simple, pratique et rapide. Et là, donc, on a notre dernière contrainte pour la création de notre design system, c'est le tool. Donc, on utilise Figma, on a migré depuis Sketch. Et comme on a refait notre design system from scratch, on pouvait se permettre de tout repenser. Et en fait, on s'est calé sur la façon dont Figma va gérer les composants. Donc, si on reprend notre exemple de notre formulaire, si on veut en créer un composant prêt à l'emploi, donc c'est bien, on a coché cette case, on ne se pose pas de questions, tout est construit, on peut l'intégrer dans le projet, ça fonctionne. Sauf que dans le fonctionnement de Figma, le composant, il est fixe. C'est-à-dire que la structure à l'intérieur, je vais pouvoir éventuellement masquer des éléments, mais je ne vais pas pouvoir en rajouter. Donc, si je veux rajouter un nouveau élément de formulaire, je ne vais pas pouvoir le faire. Le seul moyen de le faire, ça va être de détacher l'instance et de pouvoir venir rajouter. Mais en détachant l'instance, on va perdre tout ce qui fait l'essence du composant, c'est-à-dire les props et toutes les guidelines du composant qui le régissent. Et ça, on ne veut pas. Donc, du coup, nous, ce qu'on est venu faire, c'est on va utiliser les slots. Alors, les slots, ça va nous permettre de construire des organismes complexes. Donc, là, on retrouve notre panel. On a notre composant qui est prêt à l'emploi, qui est out of the box. On peut l'utiliser. Et là, on est venu insérer ce qu'on appelle un slot. Et en fait, ce slot, on va venir utiliser une fonctionnalité de Figma qui permet en fait de venir swapper des instances au sein d'un composant. Donc ça, c'est très pratique et ça va nous permettre de pouvoir un peu nous faciliter la vie. Donc si je reprends l'exemple, je vais venir créer la page. Je suis dans mon projet, j'ai réinséré mes composants, notamment mon panel avec mon slot. Et je vais venir créer un formulaire. Donc, les Romains vous l'ont montré, on ne se pose pas de questions, on vient prendre nos différents éléments de formulaire, on vient les stacker ensemble avec 0 parce qu'ils gèrent déjà eux-mêmes leur marge. On fait notre auto-layout, on crée le composant au niveau du projet et ce formulaire, on va venir le swapper dans notre slot. Et en fait, ce swap-là va nous permettre de venir populer notre design. Et en fait, notre nouvelle vue, là, elle va avoir directement le formulaire. Et donc, ce qui est très pratique, c'est que ça, on va pouvoir le faire pour une vue mobile. On vient créer notre vue, on réutilise notre panel avec le slot, et de la même manière, on va utiliser exactement le même composant qu'on va venir swapper dans notre vue mobile. Et là, vous pouvez voir qu'on a une seule référence sur cet unique formulaire, et déjà, on a pu l'insérer dans 2 vues. Donc, vous voyez déjà que voilà, on arrête de se poser des questions, c'est très simple, on a notre référence et on peut venir l'injecter partout. Si on continue un peu le process, on va pouvoir prototyper.
On a fait notre formulaire, on va pouvoir décliner nos vues. Et là, en fait, sur les différentes vues, on va pouvoir aussi utiliser les fonctionnalités de Figma, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des overrides dans ces instances-là. Donc, on va pouvoir dire, je remplis mon formulaire, je viens gérer mes erreurs et je crée mon prototype. Tout ça, encore une fois, c'est basé sur une seule et unique référence, c'est ce composant. Donc, c'est lui qui va permettre de tout gérer. Et ça, ça va être très pratique. Et on vous l'a dit encore, au niveau de cet utilisateur, ça va être le product content. Et le product content, il va pouvoir venir s'occuper de la microcopie, parce qu'en fait, notre formulaire, il n'y a que cet élément-là à modifier. Il va pouvoir venir modifier toute cette microcopie, et instantanément, ça va venir se répercuter sur l'ensemble des vues. Donc, on voit qu'encore une fois, on s'est simplifié la vie. On peut vraiment aller très rapidement et itérer très facilement. Et si on pousse jusqu'au bout, ça va marcher aussi avec le end-off. On n'a plus besoin de faire de l'anatomie précise, on n'a plus besoin d'avoir des spacings, on n'a plus besoin vraiment de détailler. Nous, ce qu'on va juste avoir besoin de faire, c'est de highlighter les différents organismes qu'on a utilisés de nos composants. Et comme on l'a dit, on a le même langage entre la partie produit et la partie développeur. Donc, du coup, la liaison elle va se faire assez facilement. Donc, en gros, si je résume un peu sur les slots, vous l'avez vu, hein, on ne se pose pas de questions, on a des composants prêts à l'emploi. C'est facile pour nos différents utilisateurs. Et du coup, cette référence unique, elle va nous faciliter plein de choses. On va pouvoir itérer facilement, parce que du coup, on va pouvoir décliner avec une seule référence. Cette référence unique, elle va nous permettre de pouvoir gérer facilement la microcopie. On va pouvoir gérer des vues responsives. Et à la toute fin, on va pouvoir gérer notre end-off de manière très précise et détaillée, sans avoir à venir pousser dans le détail, parce que tout est géré au niveau du design system. Donc là, vous avez vu la théorie, mais on va vous montrer la pratique. Alors, on va faire une petite démo. Et au contraire de MacGyver, on n'a pas été capable de fabriquer un pied de micro avec des cure-dents. Donc, je vais utiliser ce qu'on a de plus chez Miracle, c'est-à-dire un Romain. Allez, bien. Merci, c'est très gentil. Merci, Romain. Alors, donc, c'est très beau la technologie quand même. Alors, on va d'abord vous faire un petit tour du design system. Donc là, c'est un peu l'exclusivité. On va vous montrer donc Roma. Donc là, vous voyez, on a nos différentes pages. Alors, le data table, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le back-office Miracle. C'est quelque chose sur lequel on a vraiment beaucoup bossé. Et donc, comme vous l'a dit, on ne veut pas se poser de questions. Donc, on est venu créer des composants prêts à l'emploi pour qu'encore une fois, personne n'ait à se poser de questions. Donc là, on vous montre les molécules, donc nos composants de base, ça va être nos cellules. Vous voyez, on en a plein. On est venu les typer. On a des cellules pour du contenu média, du contenu texte, du paragraphe, du monétaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit automatique. Ça, au niveau du code, ça va dire automatiquement. Si on vient insérer, donc on a plein de cellules, hein, on a plein de choses, on s'amuse, on crée plein de composants avec plein de variants. Ça, c'est top. Et on a la même chose avec nos lignes. Donc là, on a différentes lignes avec nos différentes tailles. On va avoir nos différents variants. Est-ce qu'il y a des checkbox? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce que c'est des boutons? Est-ce que c'est un menu dans les différentes tailles? Et là, vous voyez qu'on a nos slots. Donc, comme on vous l'a dit, on l'utilise dans à peu près tous nos composants dès qu'on a besoin de venir insérer du contenu. De la même manière, nos entêtes de colonne fonctionnent de la même manière. Et après, on va retrouver différents éléments, nos filtres, vous voyez, on en a plein, et la toolbar. Donc là, vous voyez, on a nos différents organismes et on va venir pouvoir les assembler. Donc là, c'est l'instant démo. Donc, avec un peu de chance, ça va bien se passer. Donc, du coup, on a un peu préparé les choses. Donc, si on avait voulu le faire, là, je suis dans mon projet, je suis venu insérer mes différents composants. Donc là, je vais zoomer un peu. Donc là, j'ai mes différentes cellules. Je vais avoir d'un côté mes entêtes, que je suis déjà venu gérer. Donc, on voit qu'on a différentes props. On va pouvoir gérer la direction. Est-ce qu'il y a des tooltips? Dans quel sens on justifie? Et là-dessous, je vais avoir mes cellules pour mes lignes. Donc là, j'en ai plusieurs. Elles sont déjà typées. Je vais avoir une cellule média, une cellule texte, paragraphe, monétaire et encore du texte. Et donc là, vous l'avez vu, l'idée, c'est de venir créer un composant local. Donc, je vais prendre les entêtes, un petit auto-layout. Donc ça, vous l'avez compris, nous, on aime bien 0. Hein. On ne se pose pas de questions. On stack à 0. On va venir gérer les comportements de l'auto-layout. Donc là, on met du fil container pour que ça s'adapte avec le contenu. Je vais créer mon composant. Alors, on va l'appeler, c'est plus pratique pour le retrouver après. Je crée mon composant et je vais faire exactement la même chose avec mes cellules de ligne. Donc, 0. Je vais l'appeler Ro. C'est vrai que je pourrais l'appeler Romain. Mais à la fin, si tout s'appelle Romain, on ne s'y retrouve plus. Donc là, je gère mes contraintes et je crée un composant. Donc là, j'ai mes deux composants locaux qui vont me servir de référence pour venir construire mes lignes. Donc, je vais les récupérer et les faire revenir ici. Hop là.
Donc là, vous voyez nos différentes molécules qui constituent, on vous a montré. Donc là, on a la pagination, on a une ligne, une en-tête et notre toolbar. Donc, vous connaissez ce qu'on va faire. Un petit auto-layout. On va bien évidemment le mettre à 0. On ne se pose pas de questions. On va pouvoir l'appeler table ou Romain, au choix. Je crée un composant. Et donc là, on va pouvoir venir utiliser, donc ce qu'on vous a dit, la fonctionnalité de Figma qui permet de swapper des instances. Donc là, je suis venu sélectionner mon slot. Et en fait, je vais venir swapper. Donc là, je vais choisir mon composant local. Je vais y mettre mon header. Et hop, c'est parti. Je fais la même chose avec la ligne. Je swap, je cherche mon row dans les local components. Et là, hop, on a notre ligne. Donc là, on a nos 2 niveaux de slots qui vont nous permettre de venir l'injecter dans notre vue. Donc là, je suis venu créer une vue. On a notre panel, vous voyez, c'est un composant. Et bien en fait, ici, je vais pouvoir venir injecter, encore une fois, avec mon override, avec mon swap plutôt. Je cherche mon local component, table. Et là, hop, j'ai un data table. Donc vous voyez, c'est très pratique, c'est très facile. Ça m'a pris 2 secondes, littéralement. Et surtout, je vais pouvoir continuer à les manipuler. Donc là, vous voyez, j'ai mes différents niveaux. C'est-à-dire que si là, dans ce slot-là, je viens rajouter des lignes, ça va se répercuter au-dessus. Donc c'est très pratique. Si à ce niveau-là, au niveau de ma cellule, je viens modifier mon type de cellule, je swap pour passer sur une cellule statut, ça se répercute partout. Et là, donc, on vous remonte l'exemple. Je vais pouvoir utiliser la version mobile. Je viens swapper mon local component avec ma table. Donc elle est ici. Là, je vais avoir un peu plus de travail parce que je vais être obligé de gérer mes contraintes d'auto-layout. Donc là, par exemple, cet élément-là, je voulais te faire ça. Vous auriez pu me le dire. Donc le fil container, donc voilà, là, c'est ma contrainte. Et donc ici, je vais pouvoir gérer. Donc là, encore une fois, de manière locale au niveau de ce composant-là, je vais pouvoir gérer mes overrides. Donc ici, sur ma toolbar, je vais passer en mode small screen. Mon header, je vais le passer en fixe, parce que c'est le comportement qu'on a sur notre version mobile, c'est que ça va scroller de manière horizontale. Je vais faire la même chose sur mes différentes pros. Comme ça. Hop. Ici, la même chose. Hop. Et voilà. Et on va même pousser le vice. C'est que dans nos lignes, on va avoir des actions flottantes en bout de ligne que je vais pouvoir venir activer avec. Elles sont ici. Et donc là, vous voyez qu'assez rapidement, j'ai pu faire mes 2 vues. J'ai une vue responsive, voilà, ça fonctionne très bien. Et surtout, là, je peux venir tout manipuler. C'est-à-dire que si je viens sélectionner mes 2 lignes ici, ma colonne, ça va se répercuter sur tout mon design. Si je veux venir rajouter des éléments, je le fais facilement. Je rajoute à l'intérieur, et ça vient se répercuter partout. Et donc là, vous voyez cette logique de slot, c'est que avec cette référence-là, on peut venir injecter tout ce contenu dans ces différentes pages. Et ça nous permet de garder un contrôle. Donc tout ça, ça reste des composants. On a nos props, on a nos éléments, on peut venir les swapper. Et de manière plus locale, on va pouvoir modifier ces éléments-là et pouvoir itérer rapidement. Donc si on vous remontre un peu la même chose avec un formulaire, vous avez compris l'idée. On a notre composant principal qui est injecté dans ces vues-là. Et là, c'est l'exemple qu'on vous a donné. On est venu créer un formulaire. Donc là, on a notre première étape où on est renseigné. La deuxième, on est venu remplir du contenu, rajouter des éléments dans ce formulaire, et là, gérer les erreurs. Et là, c'est un peu ce qui fonctionne aussi pour le produit content. Là, on voit que mon label, il n'est pas bon parce qu'il est en anglais. Si je passe et que je mets nom du produit, on voit que ça se répercute sur toutes mes vues. Donc ça, c'est très pratique. Si je décide de me dire, finalement, on a fait des tests utilisateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de hiérarchie, on va pouvoir modifier l'ordre des composants, et hop, on a complètement tout changé. Et vous voyez, c'est très rapide et très pratique. Et comme on aime bien pousser le vice et se simplifier la vie, on a aussi développé un petit script qui va nous permettre de nous faciliter le handoff. Alors, on a utilisé le plugin Automator. Le plugin Automator, ça permet en fait d'utiliser les API de Figma pour venir initier des scripts. Donc le script, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir parser ma page, détecter les composants et highlighter les éléments. Je le lance, hop, on voit qu'on a des pointeurs qui viennent et qui nous disent quels sont les éléments. Là, je prends mon panel, je lance, il détecte qu'il y a un panel header, le panel content, et là, je vais venir dans ma référence de mon composant, je relance, et là, il vient tout highlighter. Ouais, ça, c'est grâce à notre design system assez simple. C'est beau. Hein. Ouais. Donc voilà, on vous a montré un peu comment ça fonctionne, et maintenant, on va pouvoir faire une petite session Q&A. Si vous avez des questions, je suis sûr que vous en avez plein. Et voilà, merci beaucoup.